Nous sommes en direct avec Pierre de Jong. Bonsoir, vous êtes le cofondateur de l'Institut Thémis, spécialisé dans la formation des cadres de haut niveau des armées. Alors, on sait ce qui a provoqué la colère de Donald Trump. Ce serait cette petite phrase donc de Dmitri Medvedev sur Telegram le 31 juillet, qu'il se souvienne de la dangerosité de la main morte. De quoi s'agit-il ? Alors là, on ressort les vieux, comment dire, les vieux cadavres des cantines de la guerre froide. Hein. Vraiment, la main morte, c'est vraiment un concept qui date vraiment des années 70-80. C'était quoi ce concept? En fait, c'était un concept que les Russes ont mis en place, qui était que si les Américains tiraient en premier sur le Kremlin, par exemple, et qu'on tuait Poutine, bon, je prends un exemple, un cas d'école, par exemple, eh ben évidemment, il y aurait une rétorsion, comme dire, il y aurait un tir automatique en direction de Washington et sur la Maison-Blanche. Je veux dire, c'est que même si le décideur nucléaire, dans le pays nucléaire, c'est toujours le chef de l'État qui est le chef, bien évidemment, si les Américains arrivaient à tuer le chef, automatiquement, il y aurait une mesure de rétorsion, un tir de rétorsion sur la Maison-Blanche. Et lycée de Versailles, très concrètement, les Américains avaient mis en place le même système. Le nucléaire se conçoit sur la parité, sur la crédibilité, sur la parité, sur l'équilibre. Donc c'est une mesure d'équilibre qui disait que, et à l'époque, ça s'appelait la destruction mutuelle assurée. C'était un peu le terme. C'est ce qui fait qu'à partir de là, ça devenait tellement grotesque, tellement ridicule que c'est stabilisé. C'est qu'à partir de là que les Américains et les Russes ont commencé à négocier et à signer des accords. Donc ça pourrait expliquer l'envoi de ces sous-marins nucléaires. En fait, c'est quoi? C'est un coup de bluff? C'est un coup de pression de Donald Trump? Il n'y a pas de rapport. Le problème, c'est qu'on rentre dans une rhétorique nucléaire. C'est exactement le sujet. Donc, très concrètement, Medvedev, au passage, c'était pas son rôle de faire ça. Mais je ferme la parenthèse. Donc, Medvedev, en fait, menace directement les États-Unis de la main morte. Donc, le président américain, il l'a dit d'ailleurs dans son interview, il est lui tenu, compte tenu qu'il est chef de l'État américain, il doit protéger ses citoyens. Et donc, il considère que c'est une menace. Parce que c'est une menace du fait que, je veux dire que c'est votre ennemi, si vous voulez, il va survivre à vos coups nucléaires. Ça, c'est impensable dans le système. Il faut accepter la destruction. C'est la destruction réciproque qui fait qu'on accepte, si vous voulez, de baisser de niveau, de baisser en tension. Donc Medvedev a mis la barre très très haut. Maintenant, le fait de mettre deux sous-marins nucléaires, comment dire, à la mer, j'imagine que les Américains, en permanence, si vous voulez, ont au moins 2 ou 3 sous-marins à la mer. Ça fait partie de la dissuasion. La France, par exemple, a toujours un sous-marin à la mer. On ne sait pas où il est. Il est au fond des mers, il attend et il peut communiquer. Enfin, il communique. Il reçoit des messages de son état-major, mais il y a toujours un sous-marin à la mer. Donc on peut considérer que ces sous-marins, en fait, ne sont pas sortis des ports américains. Ils sont déjà en mer depuis un certain temps. Ils sont en permanence à la mer. Alors Pierre de Jong, ceci arrive dans un contexte particulier, hein, l'ultimatum lancé par Donald Trump pour l'Ukraine, il expire le 8 août, donc ça approche très vite. Vladimir Poutine, lui, a fait une déclaration, il a dit que pourquoi pas la paix, mais il a surtout dit que Moscou avait lancé la production en série de l'Oreshnik, son missile hypersonique de dernière génération, qui peut porter une charge nucléaire, on y revient encore. Est-ce que ça, c'est plus inquiétant que ces sous-marins nucléaires dépêchés par Donald Trump ? En fait, on est dans une logique, je dirais, réciproque. Les uns comme les autres s'envoient des messages. Ça s'appelle des signalements. Le nucléaire, si vous voulez, doit être visible. Si c'est invisible, il y a un problème. Dès lors que c'est visible et qu'on communique, je veux dire que c'est une manière de communiquer avec votre adversaire potentiel. Vous voyez, au passage, les Américains ont 14 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Les Russes ont exactement le même chiffre. Donc on est sur une forme de parité. Donc on est dans le déclaratoire quelque part, dans la gesticulation. Donc l'Oreshnik, c'est un cas particulier parce que l'Oreshnik, c'est un missile nucléaire intermédiaire, porté entre 500 et 5000 km. Ça, c'est un missile qui avait disparu, comment dire, des radars depuis longtemps. Rappelez-vous, les tensions qu'il y a eu à l'époque de Mitterrand avec le SS-20 et le Pershing qui est en Europe. Pourquoi c'est compliqué? Parce que l'Oreshnik est un missile destiné à tirer sur l'Europe. Il a une portée de 5000 km. Donc, si vous le mettez, si vous voulez, comment dire, c'est ce que vient de dire d'ailleurs Poutine, si vous le mettez en Biélorussie, évidemment, ces cibles seront les pays européens. Et ça, c'est très déstabilisant pour l'Europe, qui va évidemment rentrer en agitation. Pour les Américains, ça change strictement rien parce que l'Oreshnik n'est pas un missile intercontinental. Merci Pierre de Jong d'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces précisions.